Bonsoir et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'émission Tête à Tête, une émission dédiée à l'actualité. Et l'actualité du moment, eh bien, c'est François Fillon. Et pourtant, il avait tout pour réussir. Il avait gagné la primaire de la droite et du centre avec 66% des voix face à Alain Juppé. Bref, un score africain. Et puis, c'est la Bérésina, le Penelope Gate, la chute dans les sondages. On va revenir sur cette actualité avec Jean-Frédéric Poisson, le député des Yvelines. Tête à Tête. C'est parti. Eh bien bonjour Monsieur Poisson. Bonjour. On est dans un pub aujourd'hui pour cette rencontre. Je sais que vous appréciez beaucoup le rugby. Oui. C'est quoi le parallèle entre le rugby et la politique ? C'est sans doute, ça devrait en tout cas. D'abord, comme le rugby est un sport d'équipe, la politique. Malheureusement, ça ne l'est pas toujours. Deuxièmement, c'est une activité qui demande beaucoup d'énergie, énormément de solidité sur ses appuis, de la colonne vertébrale, des muscles et la capacité de pousser quand il faut pousser. J'ajoute de courir quand il faut courir. Mais pour le public que je suis, il est plus précieux de savoir pousser que de savoir courir. Vous parlez de pousser. Parlons un petit peu de François Fillon qui a quelques difficultés en ce moment avec le Penelope Gate. Il faut qu'il continue à pousser parce que ça devient un peu compliqué là. C'est compliqué, mais d'abord faire preuve de caractère en situation d'adversité, c'est quelque chose qui est important. Deuxièmement, il n'y a pas d'autre possibilité que de suivre et de soutenir le projet de François Fillon. En tout cas, c'est pour ça que je suis engagé derrière lui. Et troisièmement, je ne vois pas d'autre situation non plus que celle de le soutenir pour nous permettre de redresser la France comme nous le devons à partir du printemps prochain. Donc même si M. Fillon traverse des difficultés, même si je comprends parfaitement, pour ne pas dire que je partage un certain nombre des inquiétudes, des interrogations que portent beaucoup de Français aujourd'hui, il n'empêche que c'est le projet de François Fillon qui est, je crois, le plus adapté pour la France et donc il faut le soutenir. Vous parlez de colonne vertébrale, vous avez des valeurs chrétiennes et pourtant, quand vous soutenez quelqu'un, vous aimez qu'on vous rende l'appareil, non ? Parce que là, dernièrement, si j'ai bien compris, pour les investitures à la législative, il a choisi quelqu'un d'autre par rapport au vice-président du PCD. C'est pas encore fait, donc je suis en train... Oui, je le suis toujours d'ailleurs. Ah, oh, oui, okay. En dépit de... Du sourire. Je suis toujours très agacé par cette affaire. Je pense que ce serait une faute politique de retirer son investiture à Xavier Lemoyne, qui est un remarquable maire de Montfermeil, qui est maire d'une ville qui est extrêmement difficile, dans laquelle il y a une concentration de problèmes humains, sociaux, religieux parfois, de délinquance et de radicalisation qui font de cette ville un terreau un peu explosif. Il a démontré depuis plus de 2 mandats maintenant qu'il était parfaitement à la hauteur et capable de traiter des situations difficiles, ce qui le rend parfaitement légitime pour venir au Parlement. Lui retirer son investiture serait, pour notre corps d'électorat, qui a aussi soutenu François Fillon à l'occasion de la primaire, ce serait un signal extrêmement négatif. Vous n'avez pas l'impression que là, il a choisi quelqu'un de l'UDI parce qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion, vraiment ? Non, je pense qu'il a choisi quelqu'un de l'UDI parce que la candidature de M. Lemoyne ne plaît pas au président de l'UDI qui est dans la circonscription à côté ou 2 circonscriptions plus loin, et que M. Lemoyne est aussi là pour rappeler que quand on est ancré dans la vie politique avec les valeurs qui sont les siennes, avec les convictions qui sont les siennes, on peut aussi traiter des sujets très difficiles sans tomber dans la radicalité ou l'extrémisme. Et c'est un message, je crois, que les centristes ont parfois du mal à accepter. En tout cas, M. Lagarde. Pour finir rapidement sur le Penelope Gate, clairement, vous le soutenez encore ? Ah oui. Vraiment ? Je n'ai qu'une parole. Ça fait partie de mon éthique personnelle. Et donc, dans le cadre de la primaire, j'avais dit que je soutiendrais le vainqueur de la primaire. Donc, je le soutiens. Jusqu'ici, il s'est excusé et il a fait amende honorable sur les choses qu'il avait commises et qu'il n'aurait pas dû. Je trouve que c'est extrêmement positif. La justice dira le reste sur le plan de la légalité ou de l'illégalité. Et en tout cas, je vous le redis, c'est le projet porté par François Fillon qui me paraît le plus adapté pour redresser la France en mai. C'est pourquoi je le soutiens. Vous êtes quelqu'un qui prenait beaucoup de valeurs. Il y a quand même une question que je me pose par rapport à votre électorat qui vous soutient. Vous prenez qu'il faut confier le leadership aux grands pays. C'était dans votre programme lors de la primaire de la droite et du centre. Pourtant, vous soutenez François Fillon qui
préfère créer un gouvernement de la zone euro. On est quand même, c'est un antagonisme là. Alors, il y a une vraie différence, très clairement. Oui, très clairement. Vous avez parfaitement raison de la constater. D'ailleurs, lorsque j'ai écrit à François Fillon après le premier tour de la primaire pour lui dire, lui poser un certain nombre de questions pour savoir si nous étions susceptibles de travailler ensemble ou pas, la lettre, elle a été publiée d'ailleurs par vos confrères de la presse écrite, la lettre disait « Je trouve que votre projet est trop libéral et je trouve que sur les sociétés, on ne s'entendra pas. Néanmoins, une fois que ces désaccords sont actés, je considère qu'il y a suffisamment de points positifs sur la réforme de l'école, sur l'apprentissage de la lecture et du calcul, sur la place de la France, sur la scène internationale, sur la défense. Tout ça sont des points qui me paraissent de nature, encore une fois, à justifier un soutien à François Fillon. Sur l'Europe, clairement, nous sommes en désaccord, c'est vrai. Mais pour votre électorat, ils vous ont suivi avec votre idée par rapport à la primaire, et puis même les gens qui se détournent au fur et à mesure de l'Europe. Dites-moi, quand ils voient que vous le soutenez comme ça, ils se disent que voilà, c'est un petit peu la tambouille du parti? Non, ce serait la tambouille du parti si je n'avais pas pris la peine de manifester des points sur lesquels je suis en désaccord. En politique, mais comme dans n'importe quel type d'organisation, il y a un moment où, quand vous êtes à 5 ou 6 et qu'il faut choisir le film à aller voir au cinéma le soir entre amis, vous allez passer par un vote démocratique, et puis si tout le monde veut participer, eh bien même celui qui ne voulait pas aller voir le film qui a finalement été choisi, il va aller voir le film quand même, mais il rappellera à ses amis, ça cette fois-ci je suis d'accord, je m'aligne, la prochaine fois vous n'oublierez pas que... Voilà. Donc du moment que les désaccords sont affirmés, du moment qu'on dit pourquoi on est par ailleurs d'accord avec un projet politique, c'est écrit et c'est public, il n'y a pas de tambouille. La tambouille, ce serait que ça soit caché et qu'on fasse semblant d'être d'accord alors qu'on ne l'est pas. Ce n'est pas du tout le cas. J'ai tenu, moi, à officialiser ce désaccord et à faire en sorte qu'il soit publié, parce que ça me paraît le minimum d'exigence de transparence que je dois aux Français. On peut dire que Nicolas Sarkozy était plus ou moins sur la même ligne, François Hollande aussi, Monsieur Fillon, alors qu'aujourd'hui, les Français se détournent de l'Europe. Vous êtes arrivé avec un vent nouveau, peu importe ce qu'on peut dire dans cette primaire, et pourtant vous acceptez ce point-là, même si vous avez précisé que voilà, vous n'étiez pas d'accord. Est-ce que je peux vous rappeler un élément de la primaire qui est accidentel? Je ne l'ai pas gagné, ça ne vous a pas échappé. C'est pas faux. Voilà, donc c'est à partir du moment où je ne l'ai pas gagné. Ce n'est pas le projet que j'avais la joie et l'honneur de porter devant les Français qui l'a emporté. J'avais accepté la règle du jeu à l'origine, si je ne gagnais pas cette élection, je me rangeais derrière le vainqueur. Je me suis donc rangé derrière le vainqueur. J'ai respecté ma parole. Là non plus, il n'y a pas de tambouille, il n'y a que de la clarté. J'ai respecté ma parole et j'ai dit voilà, je reste en désaccord sur un certain nombre de points, mais je considère qu'il y a suffisamment de points d'accord pour justifier une coopération. Il y a quand même le côté parti. Oui, enfin, si vous voulez me faire dire que... Le rassemblement, oui, obligatoirement. Ben oui, mais contre vos idées. Sinon, c'est contre une partie de mes idées. Sur le reste, pardon, à part ce que vous mentionnez, tout le reste, je suis à peu près d'accord avec François Fillon, d'autant plus que pour beaucoup des idées qu'il a portées, en général, il les a plutôt prises de mon côté, et parfois même avec le vocabulaire que j'avais moi-même employé. Donc, vous voyez qu'il y a une forme de proximité qui peut justifier cette collaboration. Pour finir sur ce point-là, une perte de la souveraineté, on pourrait le voir comme ça vous inquiète pas? Si, bien sûr. Je suis absolument opposé à un gouvernement de la zone euro. Je ne crois pas dans la capacité d'une politique monétaire commune à régler les crises de notre pays, parce que je pense que ce serait la manière la plus rapide d'aller vers ce que je ne veux pas voir devenir l'Europe, c'est-à-dire uniquement une zone de libre-échange et un marché. Je pense qu'il y a en Europe une civilisation, une culture qui va être placée au-dessus des valeurs de marché. Le gouvernement de la zone euro supprimerait, je crois, durablement cette possibilité. Donc je m'opposerai évidemment à cette orientation. Monsieur Fillon parle du principe selon lequel l'immigration dépend de la capacité d'accueil et d'intégration de la France. Vous êtes d'accord? Plutôt. Je pense qu'effectivement, il y a un moment où on doit être en capacité, si on veut accueillir correctement les gens qui viennent chez soi, on doit être soi-même en situation de bonne santé, de bonne forme, et être capable de proposer un environnement qui soit lui-même accueillant. Et je pense qu'aujourd'hui, la France n'est plus en capacité d'accueillir correctement les populations de migrants qui viennent sur son territoire. Donc je suis assez d'accord, oui, avec cette orientation. Pour le groupe des surligneurs qui vérifient juridiquement ce qui est possible ou pas, c'est un petit peu incantatoire. Sur quel calcul, en fait, on fait ça? Je comprends qu'on veuille faire l'exercice de vérifier ce qui juridiquement est possible ou n'est pas possible.
Mais vous êtes en train de parler, cher monsieur, au vice-président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale que la loi se fait. Et c'est l'Assemblée nationale qui décide, enfin avec le Sénat, qui décide si la loi change ou si elle ne change pas. S'il y a des lois à faire évoluer pour que ce soit possible, eh bien ça fera partie des réformes et il faudra le faire évoluer. Comment est-ce que... Mais la capacité d'accueil, on calcule comment? C'est une forme de volonté politique. Je pense que, et je l'avais mentionné pendant le premier débat de la primaire, il y a cette volonté, de faire cesser les vagues d'immigration, en tout cas pour un temps, le temps qu'on ait le temps de se remettre en ordre et tout ça, mais aussi lier ça avec une politique de co-développement et faire en sorte que les personnes qui viennent chercher en France les moyens de subsistance qu'ils ne trouvent pas dans leur pays d'origine, eh bien qu'ils n'éprouvent plus le besoin de venir en France pour les trouver. Parce qu'il y a aussi cet enjeu de co-développement et développement local qui se pose comme une responsabilité pour la France. Mais la capacité d'accueil, on va faire le calcul avec les chiffres du chômage. Non, parce que quand ils disent que c'est un cantatoire, réellement. Non, c'est pas un cantatoire, c'est un problème de volonté politique. Vous êtes en train, si je comprends bien votre interrogation, de chercher des objectifs chiffrés là où il ne s'agit pas d'objectifs chiffrés. À partir du moment où on dit ne pourront entrer en France, par exemple, c'est un exemple, ça fait partie des solutions, que les personnes qui peuvent attester du fait d'avoir une qualification professionnelle qui est en pénurie actuellement sur une partie du marché du travail. Et donc on lui donnera un permis de séjour et de travail en fonction de cette capacité à s'intégrer dans le marché de l'emploi. C'est une manière, par exemple, de contrôler les flux migratoires qui est parfaitement conforme au droit international, parfaitement facile à mettre en place et parfaitement facile à organiser en coopération avec les pays d'origine. C'est une des possibilités Une des possibilités. Oui. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de base. L'idée était sortie, vous m'avez sorti une possibilité. Monsieur, c'est le propre de la politique. Le propre de la politique, c'est de mettre en œuvre les choses pour que ce qui apparaît pas possible à un moment le devienne. Parfois, il faut changer la loi. Là, ça n'est pas possible. Là, il s'agit d'affirmer une volonté et de faire en sorte que, en lien, encore une fois, avec les pays d'émigration, nous puissions trouver des accords de coopération pour faire en sorte que les flux migratoires se régulent. Plus la volonté de renforcer davantage les contrôles, la volonté de lutter contre les passeurs de filières clandestines, et ainsi de suite. Enfin, il y a des tas de choses à faire pour que ça soit possible, même si ça vous paraît compliqué, et vous avez raison, ce sera compliqué. Ça n'est pas impossible à partir du moment où on s'engage dans la volonté de faire. Le premier moteur de la politique, c'est la volonté. S'il y a la volonté de faire, en général, on est capable de trouver une solution. On était dans un pub avec vous ce soir. Faites-nous une petite phrase, un lien entre le rugby et la politique sur l'actualité du moment. Je préfère au rugby comme en politique les mêlées fermées aux mêlées ouvertes. Et je préfère effectivement, lorsque l'organisation est à peu près visible, que les règles sont claires et que dans un collectif, on pousse dans le même sens. Toujours dans l'axe. Et je rappelle qu'au rugby comme en politique, il est interdit d'entrer sur le côté dans un regroupement. Eh bien, merci, Monsieur Poisson. Merci à vous. You always close your eyes and your heart. So how can you explain this out to me? I know you ever felt the same feeling. C'est la fin de ce premier épisode de l'émission Tête à Tête, un épisode préparé avec 360X et les surligneurs. Et on se retrouve dans quelques temps. Bonne soirée. So how can you explain this out to me? I know you ever felt the same feeling. I'm full your feeling. So tell